Ne quittez pas, je vais vous décrire ce qui peut vous paraître de prime abord dans ce titre un peu complotiste, mais vous allez voir que derrière, les véganes sont les idiots utiles du capitalisme US. C'est-à-dire que l'animaliste français est le cheval de Troie du capitalisme US. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur les bords de Dordogne, non pas pour vous parler silure, mais d'une espèce toute particulière, les antispécistes. On va rentrer dans le cœur du réacteur. Quelles sont ces personnalités politiques, médiatiques, associatives qui aujourd'hui attaquent frontalement la pêche? Quels sont leurs ressorts moraux, philosophiques, scientifiques et surtout comment les combattre? Allez, suivez-moi. Alors de nombreuses associations aujourd'hui s'érigent contre la pêche. On connaissait la version de ces associations contre la chasse. Aujourd'hui, c'est la pêche qui en prend pour son grade. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a énormément d'associations qui emboîtent le pas. Et c'est un mouvement qui s'amplifie. Depuis 2017, vous avez nombre d'actions qui sont menées aujourd'hui avec des attaques régulières contre la pêche, avec toujours le même leitmotiv, le même message. C'est les poissons souffrent, vous ne les entendez pas, utilisons nos voix pour les défendre. Votre plaisir n'est pas le leur. Aujourd'hui, nombre de happenings se passent dans différentes grandes métropoles avec exactement toujours la même mise en scène, parfois même avec des gens jusqu'au boutiste qui vont jusqu'à se mettre des hameçons dans la bouche pour les plus fous d'entre eux. Et vous voyez ici la journée mondiale pour la fin de la pêche, quelque chose de tout à fait nouveau. Si vous n'en avez pas entendu parler, bienvenue ici, ne quittez pas, je vais vous décrire exactement les ressorts derrière ces actions. Alors une stratégie aujourd'hui qui gagne malgré tout des partis politiques. Ce n'est pas qu'une question de militantisme. Aujourd'hui, ces mouvements rentrent dans le champ politique. La journée mondiale pour la fin de la pêche a été créée en 2017. En 2024, 197 actions ont été réalisées par 130 organisations dans 26 pays. Ce n'est pas rien ce mouvement. Le message, les poissons souffrent, la pêche est une barbarie. Il y a une résonance toute particulière dans les grandes métropoles. Paris, Grenoble, Rennes, Lyon et Bordeaux, pour ne pas la citer. Et cette stratégie, elle gagne des partis politiques, notamment Europe Écologie Les Verts, on n'est pas surpris, et LFI. Europe Écologie Les Verts a d'ailleurs inscrit des dispositions anti-pêche dès 2020 dans son programme pour les élections municipales. Je reprends mot pour mot, l'idée pour eux est de supprimer les subventions aux associations de pêche, retrait de droits de pêche, interdiction de pêche au vif et de l'usage d'hameçons avec ardillon. LFI emboîte le pas pour les présidentielles en 2022 et des questions parlementaires de différents bords viendront à l'Assemblée. Le saint Graal pour ce militantisme, c'est de remporter des combats. Et de remporter des combats notamment auprès de vendeurs d'articles de pêche qui vendent des vifs, et notamment la grande enseigne Decathlon. Et donc vous avez des magasins franchisés qui, de leur propre chef, sous la pression, décident d'arrêter la vente des vifs. Et ça, pour les antispécistes, c'est des grandes victoires. Différents exemples, vous voyez un peu le mode de communication de ces associations-là qui décrètent que Decathlon évalue la vie d'un poisson à 0,45 centimes. Toujours la même chose, frapper émotionnellement le public. Cesser d'alimenter la cruauté envers les animaux. Decathlon, stop à la torture, évidemment. Et à Rennes, on va plus loin. L'idée, c'est même d'interdire la pêche dans le centre-ville de Rennes. Vous avez pu voir exactement la même chose avec des campagnes diffamatoires dans le métro parisien. Le Saint Graal, encore une fois, pour ces associations-là, c'est faire légiférer, c'est dissoudre leur idéologie dans la démocratie. Et donc, pour les antispécistes, ça c'est la reconnaissance absolue. Mais pour nous, pour la pêche, nous voyons notre avenir décidé par ses opposants. Vous voyez ici une proposition de loi qui avait été faite à l'Assemblée nationale pour l'interdiction de la pêche au vif. Alors l'antispéciste, vous allez me dire, mais oui, mais ça veut dire quoi si vous n'êtes pas trop au fait? Très simplement, je reprends le petit Larousse. Que dit le dictionnaire? D'abord, avant de définir l'antispécisme, je vais passer par le spécisme, puisque l'antispécisme se définit par opposition au spécisme. Qu'est-ce donc que le spécisme? Le spécisme, c'est une vision du monde qui postule une hiérarchie entre les espèces. Pour faire simple, l'homme au-dessus de toutes les autres. L'antispécisme se définit donc comme une vision qui récuse, par opposition à ce que je viens d'écrire avant, la notion de hiérarchie entre les espèces. Et elle abolit la supériorité de l'être humain sur les animaux. Elle accorde donc à tous les individus, indépendamment de l'espèce à laquelle ils appartiennent, un statut moral. L'antispécisme combat donc toutes les formes de maltraitance et d'exploitation animale, vous l'aurez donc compris.
de manière très simplifiée. Vous avez donc égaux avec l'homme au-dessus de toutes les autres, ça c'est la vision dite spéciste. Et en parallèle, je vous ai mis la vision éco qui serait la vision antispéciste. De cela débouche tout simplement une notion clé, tous les animaux sensibles pour les antispécistes, c'est-à-dire qui ont la capacité à ressentir de la douleur, humains compris, sont d'égale importance. Ce qui débouche sur une condamnation évidente de la chasse, mais pas seulement, de l'élevage, des animaux dans les cirques, de l'équitation et bien sûr de la pêche de loisirs. Et la face acceptable de cette radicalité-là, c'est le véganisme. C'est-à-dire que généralement, à 99%, les antispécistes sont évidemment véganes. Alors les origines de ce mouvement, et vous allez voir que ça ne date pas d'il y a si longtemps que ça, mais il y a eu une résonance toute particulière en France depuis 2017. Mais avant, 1960, le premier mouvement anti-pêche, il se fonde en Afrique du Sud. En 1972, l'Allemagne de l'Ouest emboîte le pas avec une loi sur le bien-être animal. En 1978, une chercheuse transmet ses travaux sur les poissons aux militants animalistes. Année 1980, la Ligue allemande de défense des animaux gagne des procès. En 1990, tenez-vous bien, contre la pêche de compétition en numéro 1, mais en 2001, pour la prise d'une photo d'une carpe hors de l'eau. Et débouche en Suisse, interdiction évidemment du no-kill. Ce qui fait que sur des lacs en Suisse qui sont frontaliers avec la France, la partie suisse, quand vous pêchez, vous êtes absolument dans l'obligation, tout poisson pêché doit être tué. Et en France, pour le même lac, vous n'avez pas cette interdiction-là. Petite parenthèse fermée. 1995, PETA, qui est une association antispéciste, prévoit une campagne aux États-Unis contre la pêche à la ligne. Et là, aux États-Unis, on réagit. Et on réagit par l'American Fisheries Society, qui crée en fait une task force, c'est-à-dire une force d'intervention, et qui prend la menace très au sérieux. 3 points clés. Engagement de recherche sur la sensibilité des poissons, premier axe. Deuxième axe, relais important des résultats dans les médias halieutiques dès 2002. Troisième axe, d'autres travaux publiés en 2012 qui critiquent la littérature scientifique sous influence animaliste. Alors pourquoi aujourd'hui ce mouvement est devenu un mouvement anti-pêche? Très simplement, il suffit de les lire, il suffit d'aller voir dans l'organisation américaine caritative pour la protection des animaux. Que dit cette association? 3 points clés de leur stratégie, la stratégie ITN, Importance, Tractability, Neglectedness. Je traduis l'importance, la faisabilité, la négligence. Nous, en d'autres termes, pour la pêche, qu'est-ce qui se passe? Les poissons sont très nombreux. Point numéro 1, l'importance. En 2, la pêche de loisirs est facile à attaquer. La faisabilité du projet. En 3, c'est un sujet aujourd'hui qui est négligé. Et donc, le groupe des poissons devrait devenir l'une des priorités, si ce n'est la priorité du mouvement de protection des animaux. Encore une fois, il suffit de lire ce qu'écrivent nos ennemis. Mais là, ne quittez pas, je vais vous décrire ce qui peut vous paraître de prime abord dans ce titre un peu complotiste, mais vous allez voir que derrière, les véganes sont les idiots utiles du capitalisme US. C'est-à-dire que l'animaliste français est le cheval de Troie du capitalisme US. Regardez ça. Je fais un petit crochet par le marché vegan. Aujourd'hui, c'est un marché de niche, mais qui est en pleine expansion. Seulement 2,2% des régimes sans viande aujourd'hui dans une enquête menée en 2020 en France. Mais c'est en pleine progression. 0,3%, imaginez, sont véganes. C'est très peu. Ces gens-là, pourquoi deviennent-ils véganes? Parce que 3 points pour la santé, point numéro 1. Point numéro 2 pour des questions éthiques, évidemment, je viens de les décrire juste avant. Point numéro 3 pour l'environnement. Les perspectives de ce marché elles sont absolument prometteurs. Parce que depuis 10 ans, c'est en pleine expansion. Il suffit de regarder ce qui se passe en Allemagne, il suffit de regarder ce qui se passe en Angleterre et il suffit de regarder ce qui se passe chez nous. On a une clientèle qui est plutôt jeune, entre 15 et 34 ans, et qui est plutôt urbaine. À 80% des jeunes, ce sont des régimes sans viande qui sont prônés dans les grandes métropoles, vous l'aurez compris. Alors maintenant, l'ingérence économique dans la production alimentaire française. Comment les Américains financent l'activisme animaliste en France pour déstabiliser les filières animales? Et là, je rentre dans le détail. Les raisons de l'expansion sont d'abord d'un ressort économique. Comment si peu de milliers d'adeptes de l'antispécisme arrivent à produire autant de campagnes diffamatoires
contre la pêche. C'est quoi le ressort? Eh bien, il suffit très simplement d'aller dans leur économie et de regarder le rapport du commissaire aux comptes de l'association L214. L214 s'est fait connaître, si vous avez pu regarder certaines chaînes d'infos, sur notamment des opérations coup de poing dans des abattoirs ou dans des élevages de poulets où les conditions étaient absolument déplorables. Jusque-là, ça ne vous choque pas, moi non plus. Là où ça me choque, c'est quand on lit dans le rapport 2018 la Silicon Valley Community qui donne à l'association L214 1 140 000 euros. Tiens, en 2017, ils reçoivent 1,14 million. En 2020, ils reçoivent 1,25 million d'euros qui arrivent sur les comptes de L214. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est leur compte. Il suffit de lire. L'idée, c'était notamment de lancer une campagne pour le bien-être des poissons. Là, ça devient intéressant. Regardez ce schéma. Je vous dis, il y a des intérêts philanthropiques et capitalistes américains qui financent les associations antispécistes. Je vous explique ce schéma-là. Ici, à gauche, vous avez des milliardaires US qui viennent de la Silicon Valley. À droite, ces gens-là investissent massivement dans ce qu'on appelle des projets philanthropiques ou des associations philanthropiques. Là-dessus, vous avez de l'argent qui va dès 2019 sur des associations antispécistes françaises, notamment pour l'égalité animale. Ils reçoivent 15 000 $ en 2019. Pour faire quoi? Pour lancer les journées mondiales pour la fin de la pêche. Tiens donc, ça c'est intéressant. On continue, c'est pas fini. 40 000 $ sont reçus en 2019 par Paris Animaux Zoopolis. Pour faire quoi? Exactement la même chose. Lancer une campagne anti-pêche dans les métros parisiens. Voici l'affiche. Tout ça pour vous dire quoi? Que la multitude de financeurs et de bénéficiaires de part et d'autre de la chaîne dilue le lien direct entre le philanthrope américain, donc les milliardaires de la tech, principalement issus de la Silicon Valley, j'en ai parlé juste avant, et le militant activiste français. Vous ne me croyez toujours pas? J'enfonce le clou. Je vais voir, moi, sur ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur l'organisation américaine sur le bien-être animal, Animal Charity Evaluators. Et je regarde l'annonce de leur subvention vis-à-vis de la défense des droits des animaux en France. Et je m'aperçois que Paris Zoopolis, forcément, en 2019, touche de l'argent. Et que dit les Américains à propos de la subvention? Notre subvention, donnée à Paris Zoopolis, appuiera deux des projets actuels de l'organisme. Tout d'abord, point numéro 1, il soutiendra une campagne de sensibilisation du public visant à interdire la pêche récréative à Paris. Ok? Les méthodes de Paris Animaux Zoopolis comprennent la conduite d'enquête, la publicité sur la douleur des poissons dans le métro parisien, tiens on y vient, et le ciblage de la pratique cruelle consistant à utiliser des poissons vivants comme appât. Ça vous rappelle une petite musique tout à l'heure. Deuxièmement, et là regardez l'ingérence, il sensibilisera les candidats aux élections municipales de Paris sur les questions relatives aux animaux. Tiens. En outre, et là c'est encore plus flagrant, l'organisation a l'intention de promouvoir le bien-être général des animaux, en fournissant des aliments à base de plantes dans les restaurants publics. Vous vous souvenez du lien antispéciste, véganisme? Ben on y est. Je continue. L'idée c'est toujours le même. Susciter un narratif médiatique complètement manichéen afin de faire pression sur les politiques. Vous ne me croyez toujours pas? On continue. Ça, c'est un colloque à l'Assemblée nationale qui a été présenté en 2019 par les omnivores. Vous pouvez trouver ce schéma-là sur Internet, j'invente rien. Tout ce qui vous est présenté là est sourcé sur Internet, je ne fais que compiler les résultats. Je vous explique ce schéma. Vous avez des riches investisseurs de la Silicon Valley, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Patrons de Google, Facebook, WhatsApp, GoPro, je ne les énumère pas tous. Qui font quoi? Ces gens-là investissent dans des entreprises de production de viande in vitro et de substituts végétaux à très haute valeur ajoutée. Tiens, mais ils ne font pas que ça. Pourquoi? Parce que c'est un marché estimé à 1000 milliards de dollars par an d'ici 2040. Je vous ai dit tout à l'heure, le véganisme, c'est un marché niche, mais c'est un marché prometteur. Ces gens-là, ils ne sont pas fous, ils investissent. Mais ils n'investissent pas que là-dedans. Ils investissent aussi dans des ONG qui sont financées par eux. L214, One Voice, Paris Zoopolis, etc., etc. Je ne les cite pas tous. Mais pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que ils fabriquent de futurs clients véganes. Eh bien oui, vous vous souvenez tout à l'heure, L214 non seulement faisait des campagnes diffamatoires, mais aussi faisait la promotion de substituts végétaux, véganes. Et qu'est-ce qui se passe? La boucle est bouclée. Vous fabriquez de futurs clients, vous avez un retour sur investissement pour les riches industriels. Vous avez compris un peu l'idée?
Alors c'est un schéma très simplifié, mais c'est pour vous faire comprendre la mécanique économique qu'il y a derrière. Vous ne me croyez toujours pas? Il suffit de les lire. Vous allez sur Facebook, vous regardez la journée mondiale pour la fin de la pêche organisée par L214 et Sea Shepherd, avec le soutien de One Voice. On y va. Et qu'est-ce qu'on y lit? Lors de cette action très visuelle, nous vous proposerons également une dégustation gratuite de thon végétal Vuna, disponible en grande surface. N'hésitez surtout pas à venir rencontrer et goûter notre alternative végétale au thon. Merveilleux! Mais c'est quoi qu'il y a derrière? C'est une boîte comme ça. Mais c'est vendu par qui ça? C'est vendu par Nestlé. Nestlé? Tiens, vachement écolo Nestlé. Radio-Canada, le 9 octobre 2018, une étude internationale réalisée par Greenpeace montre que Coca, PepsiCo et Nestlé sont les champions mondiaux de la pollution par le plastique. Les 5 plus grands pollueurs sont respectivement responsables de 40 et 42%, tenez-vous bien, des déchets plastiques identifiables retrouvés sur les plages du monde. Nestlé, Tim Hortons, je ne vous les cite pas tous. J'enfonce le clou. Nestlé, Danone, Coca, accusés de nuire à l'environnement. Je continue. Dans les Vosges, les sécheresses répétées amplifient la bataille de l'eau qui oppose Nestlé aux autres consommateurs d'eau potable. Sous son vernis écolo, la multinationale suisse, révèle Libération, est soupçonnée de dissimuler des décharges sauvages de plastique. J'enfonce encore le clou. Ardennes, plainte contre Nestlé pour pollution après la mort de milliers de poissons. C'est le président de la Fédé de pêche des Ardennes qui a porté le pet. Alors L214 se prévaut d'être une association éthique. Je me pose la question quand on fait la promotion de produits Nestlé. À bon entendeur. Alors maintenant, la stratégie antispéciste pour les nuls. Je viens de vous exposer les définitions, le ressort économique, leur stratégie, comment elles gagnent certains partis politiques, le Saint Graal, de faire légiférer. Mais maintenant, je vais rentrer dans le cœur du réacteur. Pour mieux comprendre la stratégie antispéciste, il suffit de les lire. Il suffit de lire les cahiers antispécistes. Je vous jure, il y a des pépites extraordinaires. Je vous en fais profiter aujourd'hui. Les humains sont bien davantage des animaux sociaux que des animaux rationnels. Jusque-là, pas de souci avec ça, les publicitaires ont très bien compris cette démarche-là. Ils veulent que les changements se produisent lentement et de façon contrôlée. Jusque-là, je ne suis pas choqué. Le but prioritaire du mouvement pour les droits des animaux doit être de créer la pression politique, on y vient, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, suffisante pour obtenir des réformes progressives. La campagne ne doit pas demander de grands changements dans la société. Le but doit être réaliste et ne pas conduire vers l'inconnu. L'évolution de la société, dans son ensemble, doit être lente et continue. Centrez votre matériel de campagne, il s'adresse aux associations antispécistes, sur la présentation de la souffrance animale et stimuler la compassion, l'empathie chez les gens. Et bien sûr, ça c'est un ressort fondamental. Le but de la campagne doit être de changer la société. Et là c'est plus grave. Le système social dans lequel vivent les gens et non leur opinion personnelle. Pourquoi? Allez, je vous explique un peu plus loin. Là, il y a beaucoup de textes, je vais vous le lire. Un exemple que chacun appréciera pour ses vertus écologiques et surtout démocratiques, vous allez voir. C'est affligeant. Supposons que nous voulions gagner du terrain sur une zone côtière où la mer est peu profonde, afin de créer de nouvelles zones habitables. S'efforcer de changer la façon de penser des gens, c'est comme vouloir faire reculer la mer en la vidant à la petite cuillère. Vous pouvez enlever quelques gouttes, mais cela ne change rien au paysage d'ensemble. Jusque-là, tout va bien. Il n'y aura jamais assez de gens retirant l'eau avec une petite cuillère pour assécher les terres. Ok, alors comment on fait? Un changement de système consiste par exemple à utiliser des engins pour construire une digue. Ainsi, l'eau se retrouve sur l'espace visé et est isolée du reste de la mer. Le système a changé, il n'est plus nécessaire de retirer l'eau. Il suffit de laisser faire la nature jusqu'à ce que l'eau soit évaporée et que l'on puisse utiliser les terres. La modification du système n'a pas retiré une seule goutte d'eau et pourtant, elle a permis un changement durable de l'ensemble. Alors vous allez me dire, ok, mais je suis un peu perdu là, c'est quoi le lien avec la pêche? Je vous l'explique, juste derrière. L'objectif, c'est changer la loi par la force. Progressivement, les moutons s'y conformeront. On s'épuiserait en vain à essayer de convaincre le troupeau. Alors, de la théorie à la pratique, pauvres pêcheurs, accrochez-vous. En 1, la stratégie anti-pêche, elle consiste à demander 1, l'interdiction de la pêche au vif. Pourquoi? Parce que la pêche est une barbarie, c'est une cruauté, elle inflige des souffrances, vous êtes coupable, c'est la chasse. En 2, la pédagogie pour vous, ça ne sert à rien. L'assertion culpabilisante est la meilleure. Puis on demande l'interdiction du no-kill. Ben oui, vous comprenez, aller pêcher des poissons pour votre plaisir et les remettre à l'eau pour ne pas les manger, c'est intolérable, c'est de la corrida. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire? Comme dans plusieurs pays voisins européens d'ailleurs.
Et l'idée, c'est aussi d'interdire par là même l'interdiction de la pêche de compétition, évidemment. L'idée, c'est quoi? C'est de vous diviser. Mais oui, diviser les pêcheurs. On assèche les terres. On les affaiblit. Et derrière, ainsi de suite jusqu'à l'objectif final, la fin de la pêche. Au début, on commence par la pêche au vif. Ensuite, on se dit, bah non, je suis un mec vertueux, je pêche au leurre, 2 hameçons triples. Ah non, je suis un mec vertueux, je pêche au leurre, 2 hameçons simples. Ah non, je suis encore plus vertueux, je pêche au leurre avec un hameçon simple sans ardillon. Et à la fin, non, finalement, je vais pêcher au leurre sans hameçon. Bah non, je vais pêcher avec une carotte. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà les idiots utiles dont on peut faire partie si on commence à se diviser sur le sujet. Alors le projet fou maintenant, comment lutter contre cette idéologie? 5 points. Point numéro 1, l'imposture scientifique. Tous les antispécistes, sans exception, se basent sur une assertion scientifique, toujours la même. Le poisson souffre. Très bien. Pourtant, ça, c'est absolument faux. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui scientifique autoproclamé. Ça n'existe pas. Les antispécistes prélèvent ce qui les arrange, mais il n'y a pas aujourd'hui d'accord scientifique sur la souffrance des poissons. Je prends un exemple. Ici, vous avez un article publié en 2024 avec le titre « Raison d'être sceptique quant à la souffrance chez les poissons et les invertébrés aquatiques ». Tiens donc, cet article, on pourra dire « mais les partisans ». Ah bon? 20 auteurs indépendants, 17 structures de recherche différentes, 9 pays différents. Je ne crois pas qu'on puisse accuser un tel article de complaisance. J'y reviendrai, je vais vous le décrire cet article, parce que pour nous, il est fondamental. Et il revient sur nombre de dérives scientifiques. Mais je vais faire une petite digression, je vais me transformer en prof de SVT maintenant. Suivez-moi. Les antispécistes mélangent allègrement 2 notions. La notion de nociception avec la notion de douleur. La nociception, c'est la perception via des récepteurs sensoriels qu'on appelle des nocicepteurs de stimuli qui menacent l'intégrité de l'organisme et qui provoquent une réponse réflexe inconsciente. Reprenez ça vraiment bien. La douleur, en revanche, c'est défini comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle et perçue de manière consciente. Nociception, réponse réflexe inconsciente, douleur, expérience sensorielle consciente. De là, la nociception est un processus totalement inconscient, comportement automatique, réflexe, mais parfois très élaboré. Regardez cet exemple. Un rat totalement décérébré qui ne ressent absolument plus la douleur cherchera malgré tout à repousser un objet qui le pique, couinera, tentera de mordre. Ces réactions sont nociceptives, inconscientes, sans implication de douleur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on brouille les pistes. Et là, ici, ce n'est pas pour faire du name bashing, c'est juste pour dire que le bréviaire de la majorité des antispécistes, c'est Lynn Snedden. Et Lynn Snedden, c'est une chercheuse militante à l'origine de l'essentiel des publications dont s'inspirent les antispécistes. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle administre de la morphine à des truites qui ont reçu une injection de venin dans les lèvres. Et l'observation, c'est que l'analgésique en question diminue les comportements anormaux. CQFD, ça veut dire que l'auteur conclut qu'il s'agit d'une preuve de l'existence de la douleur chez les poissons, puisque l'analgésique a supprimé leurs comportements anormaux. Sauf que, quand on regarde dans le détail, cet effet de la morphine, il peut s'expliquer entièrement par des actions sur la nociception dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, c'est une dose qui dépasse, imaginez, la dose mortelle chez les mammifères qui a été injectée aux truites. Vous imaginez ça? Et pour autant, cette dose énorme n'a absolument pas modifié leur comportement de nage. Et ça indique que la réponse de la truite à la morphine est totalement différente de celle des mammifères, humains y compris. De nombreuses publications aujourd'hui, pseudo-scientifiques sur le sujet, ont un vocabulaire absolument chargé de psychologie humaine. Et vous pouvez y lire, ça peut vous faire sourire, mais c'est la vérité, des poissons qui sont dépressifs, heureux, pessimistes, optimistes. Vous allez me dire, non mais attendez, tout ça c'est votre interprétation, pas du tout. Ça, c'est ce qui est dit dans la revue dont je vous ai parlé tout à l'heure, en 2024, publiée par les 20 auteurs différents. D'accord? Vous avez aussi des éditeurs de revues scientifiques qui sont douteux. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est de grands centres de recherche publics en France que sont l'Ifremer et l'INRAE qui mettent en garde leurs chercheurs. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a des pratiques douteuses de certaines revues et d'éditeurs qu'on appelle prédateurs. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire des démarches massives auprès des chercheurs. Ça veut dire des délais de publication absolument
hyper court, de l'ordre d'une quinzaine de jours, avec des prix hyper attractifs, avec un nombre important de publications, avec un impact factor très fort. Ça attire les chercheurs à eux. Mais oui, mais le problème, c'est qu'il y a une mauvaise qualité des procédures de relecture et donc une validation scientifique qui n'est pas bonne et donc une qualité des travaux qui n'est pas bonne non plus. Et vous avez une autocitation excessive de ces revues en question. Et tiens donc, quand on regarde où publie Lynn Snedden ces derniers temps, on voit qu'elle publie dans MDPI, qui est la revue prédatrice citée en exemple par l'Ifremer et l'INRAE, dans laquelle ils disent « Non, il ne faut absolument pas que nos chercheurs publient là-dedans ». L'émergence de la pseudoscience, tout ça, ça nous amène à l'article dont je vous ai parlé en préambule, d'Eagles, 2024. Que dit-il? Il dit que l'ignorance sélective ou le rejet des études et des faits contradictoires est absolument dramatique. Aujourd'hui, on assiste, dans une synthèse de 2023, Snedden elle-même ne cite pas certains travaux auxquels elle a elle-même participé, qui montraient l'absence d'effets physiologiques de piqûres d'hameçon sur les morues atlantiques. Incroyable. On a un manque de preuves empiriques dans la majorité des articles qui sortent, qui sont reproductibles dans certaines études. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la science procède toujours de la même manière. Quand on fait une expérience à un moment donné, on doit pouvoir la reproduire ailleurs avec les mêmes matériels et méthodes. Or, certains chercheurs montrent qu'il n'est pas possible de reproduire les expériences qui pourtant démontrent la souffrance des poissons. Incroyable. Les auteurs signalent aussi, toujours d'Eagles, qu'il y a des attaques personnelles sur les chercheurs qui ne se font plus non plus sur les arguments en tant que tels, mais ad nominem, qui se font en leur nom propre. Et dès que vous remettez en cause le dogme de la souffrance des poissons et des invertébrés, vous êtes attaqué personnellement. Et ça, il le dénonce. Autre chose plus intriguant. Quand je vais sur l'autorité européenne de la sécurité des aliments, j'ai 9 citations sur 17 qui renvoient à Lynn Snedden. Pas de mention des arguments contradictoires. Une citation sur 3 pour le Centre national de référence pour le bien-être animal renvoie à Snedden encore une fois. Pas de mention des publications contradictoires. Ça, c'est un problème. Alors, un petit détour par la biologie des poissons maintenant. Revenons au réel, au concret. Les poissons, ils ont un très faible taux de fibres nerveuses de type C, de l'ordre de 4 à 5 %. Vous allez me dire, ouais, ok. Mais chez nous, ce sont des fibres lentes. C'est celles qui véhiculent la douleur lancinante consciente chez les mammifères, chez qui elles représentent 80 %. Imaginez 80 % des fibres cutanées chez les poissons, c'est 4 à 5 %, d'accord? Chez un malade atteint d'insensibilité chronique congénitale à la douleur, ce taux chute à 24 %. 24 % chez les poissons, c'est 5 fois moins. D'accord? En revanche, les poissons possèdent des fibres rapides de type A delta, des types réflexes. Et ça leur permet de réagir vite face à un stress, la fuite, l'évitement. Cette caractéristique, elle est adaptée au milieu dans lequel vivent les poissons, qui sont des milieux absolument hostiles, avec une forte densité de prédateurs, dans l'eau comme dans les airs. Et évidemment, ça leur permet d'être réactifs par rapport à un danger. Alors des exemples, vous pourriez ne pas me croire, des exemples édifiants. Je suis allé les chercher dans d'autres fédés. Ici, vous avez un silure qui, dans l'estomac, avait un poisson-chat à moitié digéré, pourtant toujours vivant. Ici, vous avez un saumon qui va vers sa mort, un saumon atlantique, comme vous le savez tous. Ils vont vers leur mort puisqu'ils se reproduisent et 95 % meurent, souvent mycosés. Vous avez une truite de pisciculture avec les nageoires absolument rognées. Vous avez ici une prise à la ligne d'un brochet atteint d'un cancer. Vous avez une autre prise à la ligne ici, pas le même brochet, avec un brochet atteint d'un cancer. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si les poissons ressentaient la douleur, on pourrait au moins s'attendre à ce que, comme les mammifères, ils présentent une réaction protectrice globale. C'est-à-dire que, en gros, d'abord, ils cessent de se nourrir, globalement, ils nagent un peu moins, ils se mettent sur off. Ce n'est pas du tout le cas. Tous ces cas de figure montrent que les poissons ne modulent absolument pas du tout leur comportement à long terme afin de permettre la réparation des blessures. Vous voyez bien que leur capacité à ressentir les douleurs ne peut pas être anthropomorphisée, absolument pas. Alors la conclusion maintenant de tout ça, c'est que d'abord les poissons ne ressentent pas de douleur au sens anthropomorphique du terme, car ils n'ont pas les conditions anatomiques et physiologiques pour la ressentir. Aujourd'hui, malheureusement, on a des appels à la cancel culture, c'est-à-dire que voient le jour des publications avec des articles qui suggèrent de bannir l'aquaculture, la pêche, la vente de crustacés et de céphalopodes au nom du bien-être animal. Que viennent faire ces assertions dans
des revues scientifiques. Rien à voir. On a des publications scientifiques avec des éditeurs qui sont douteux. Je vous l'ai montré tout à l'heure. On a des chercheurs qui aujourd'hui, majoritairement, appellent quand même à restaurer un standard élevé de qualité scientifique afin de fonder les décisions politiques sur des données probantes. C'est cela qu'appellent les auteurs dont j'ai parlé en préambule. Acte 2, l'imposture écologique. Vous allez vous dire, mais ouais, mais moi je pensais que c'était bien L214, etc. Ils dénonçaient, ils étaient écolos les mecs. Je ne suis pas si sûr. Regardez ça. Aujourd'hui, One Voice, moi encore une fois, je lis ce qu'ils nous disent. Comment peut-on espérer que des associations dont l'intérêt est la pratique de la pêche fassent un travail d'inventaire sérieux et impartial? One Voice demande aux préfectures, c'est pas rien, de renoncer à l'adoption de ces arrêtés nocifs pour les poissons. Tiens, c'est nouveau. Moi, je ne savais pas, mais la méthode utilisée en pêche électrique en écologie, elle est mondialement reconnue. C'est la seule aujourd'hui, la seule capable de fournir un diagnostic cohérent sur l'état des peuplements de poissons. Notamment en termes de densité, en termes de diversité, en termes de biomasse, en termes de classe d'âge, en termes d'état de santé. C'est un impact infime sur les populations. Ça fait 25 ans que cette méthode est utilisée, sinon beaucoup plus. Ça se saurait si la méthode était absolument délétère pour les poissons. Quand vous savez aujourd'hui qu'en un seul été, on peut perdre 50 à 80% d'un peuplement piscicole, de qui se moque-t-on? Quand nous, on fait des pêches électriques, on a une mortalité à peine de l'ordre de quelques pourcents. De qui se moque-t-on encore une fois? Et puis au fait, plus de pêche électrique, mais plus de pêche de sauvetage, plus de travaux en cours d'eau. Bon, ce n'est pas le problème des antispécistes. Et les antispécistes, je vous ai dit, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Les antispécistes, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Une étude publiée en 2025 pour s'en convaincre sur les données acquises sur 23 496 espèces d'animaux d'eau douce. Qu'est-ce qu'on voit? Donc du poisson aux libellules, imaginez, en passant par les crustacés. Toutes ces espèces inscrites sur la liste rouge des espèces qui sont menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'objectif de cet article, c'était de dresser un état des lieux de la santé de ces populations et des causes de leur déclin. Et qu'est-ce qu'on y apprend? D'abord, résultat absolument inquiétant. Ce n'est pas nouveau, c'est notre métier. Nous, on le sait. Un quart des espèces d'eau douce pourraient s'éteindre. Facteur numéro 1, la pollution est clairement identifiée comme la principale menace. Engrais, pesticides, métaux, médicaments. Différentes études établissent l'impact de ces populations sur les organismes aquatiques. Par exemple, une diminution de la fécondité de certains poissons. Je prends l'exemple de l'anguille. La pêche, ici, n'arrive qu'en 7e position des pressions. Alors que la pollution et la fragmentation des cours d'eau par les barrages, tiens donc, c'est notre cœur de métier, puisque je vous rappelle, on a deux casquettes, la pêche et la protection des milieux aquatiques. Eh bien, ça apparaît comme les principales nuisances affectant respectivement 54% et 39% des espèces menacées. Ce n'est pas le combat des antispécistes, encore une fois. Leur combat, faire arrêter la pêche. Acte 3, l'imposture philosophique. Là, je me transforme en prof de philo. Allez, je vous ramène en terminale, vous allez voir. L'homme est-il un animal comme les autres, comme le prétendent finalement les antispécistes? Francis Walt nous dit, s'il faut lutter contre l'assimilation des animaux à des objets, il faut tout autant combattre leur assimilation à des personnes. Ce qui fonde aujourd'hui le sujet ayant des droits, c'est quoi? C'est cette capacité reconnue à tout homme d'être à distance de conditionnements biologiques et sociaux, c'est-à-dire d'être autonome, d'élaborer ses propres lois. C'est de construire en commun des normes universelles de type moral. Tout notre système juridique est basé là-dessus, sur cette définition-là de l'homme. C'est ce qu'on appelle à proprement parler une personne. Spider-Man dirait, grand philosophe s'il en est, nous sommes ce que nous choisissons d'être, pour la blague. Mais des changements de définition qui arrangent finalement les antispécistes. L'homme est-il le seul à se demander s'il a le droit ou non de manger d'autres animaux? Ben oui, finalement. Le lion se demande-t-il s'il a le droit de manger une gazelle? L'homme, oui. En demandant à l'homme de devenir herbivore, ce que l'on ne demande pas aux autres espèces, on considère que l'homme est donc supérieur car seul à être doté d'une morale. Et on vient d'assister ici à un retournement complet de situation. C'est-à-dire que, qu'est-ce que cela prouve? Que l'antispécisme, en voulant supprimer la hiérarchie entre les hommes et les animaux, vous vous souvenez de ça? Eh bien, mais on vient d'assister, en suivant leur raisonnement, à un retour de la hiérarchie sous couvert d'un discours qui veut l'abolir. C'est là la supercherie philosophique. La notion de personne, de sujet, de droit se fonde donc bien sur la capacité d'un être
à devenir autonomes, c'est ce que je disais juste avant, à établir des lois morales universelles. Rappelons dans la logique antispéciste qu'on ne parle plus d'espèces, mais uniquement d'individus ayant une sensibilité. Mais pourquoi ils font ça? Parce que c'est facile. En prenant la sensibilité comme critère numéro 1, qui permet à un sujet d'avoir des droits. Je souffre, donc je suis. On détruit le concept même de personne réservé à l'homme. Et donc on détruit les principes humanistes qui fondent toute notre organisation juridique. Vous avez compris? Les antispécistes, la notion de personne, ça devient vague. Ça peut alors en venir à désigner n'importe quel animal pourvu qu'il ait un certain degré de sensibilité et des intérêts vitaux à défendre. Là voilà la supercherie philosophique. Acte 4, au bout de cette logique, pourquoi ne pas éliminer les animaux pour leur bien? Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est pas un délire, je lis ce qui est écrit. La Bible des antispécistes, c'est le cahier antispéciste. Les dirigeants et cofondateurs de L214 font partie d'ailleurs du comité de rédaction, tenez-vous bien. Que disent-ils? Quand on soutient que les animaux causent un préjudice, quand on soutient que les humains causent un préjudice aux animaux en les mangeant, on peut difficilement contester que les prédateurs causent aussi un préjudice à leur proie. Et mais oui, ça. L'homme fait souffrir, mais le lion, au même titre, fait souffrir la gazelle. La condition des animaux sauvages est donc atroce. Mais comment remédier à cela? Mon Dieu, sommes-nous dans un conte de Walt Disney? Oui, bien sûr, à coup sûr. Il faut réduire la souffrance des animaux sauvages, mais comment? Mettre au point des préparations alimentaires végétales pour les prédateurs. J'invente rien, je cite. En 2, intervenir sur le génome, mais bien sûr, sur les prédateurs, il faut leur ôter l'envie de chasser, les rendre aptes à se nourrir de plantes, c'est magnifique. Utilisons le forçage génétique pour réduire la fécondité ou rendre les animaux moins sensibles à la douleur. Vous allez me dire, c'est un délire total? Absolument, mais c'est écrit. En 4, mettre à mort les prédateurs. Ah bah oui. Et puis finalement, réduire le nombre de vies sauvages, favoriser tout ce qui réduit l'habitat des animaux. Plus d'habitat, plus d'animaux, plus de souffrance, plus de prédateurs. Le monde est ainsi fait. Acte 5, l'imposture médiatique. Encore une fois, je vais sur arrêt sur image, émission. Et que peut-on lire? Quand L214 tient la plume, tiens donc. Selon des centaines de documents internes issus de L214 eux-mêmes, auxquels arrêt sur image a eu accès, je cite, courrier à l'écrit reçu par ces 2 dirigeants, les journalistes et médias publiant le plus d'articles ou de vidéos à propos des fameuses enquêtes de L214 semblent avoir un fonctionnement quasi symbiotique avec l'association antispéciste. Incroyable. On y apprend aussi qu'une journaliste de Charlie Hebdo, Luce Lapin, se fait écrire tout ou partie de ses textes par L214. C'est nouveau. Anne-Cécile Bauduin, rédactrice en chef adjointe de Paris Match, propose à l'association de relire et corriger un article avant publication. Ça m'est jamais arrivé, je me suis fait interviewer par nombre de journalistes, jamais je n'ai eu l'occasion de relire et de corriger leurs articles. Vous me direz, une indépendance. Je continue. Une correspondante de Libération qui écrit régulièrement sur L214 leur offre des dons importants. En toute discrétion, bien entendu. Les médias vidéo Brut et Combini ainsi qu'Hugo Clément ont rejoint le petit club des médias qualifiés de sympathisants par L214. Encore une fois, ce n'est pas moi qui dis, c'est L214 qui les cite à partir de la fin des années 2010. Tout ça pour dire quoi? En conclusion, pour dire plusieurs choses. Je résume. L'idéologie antispéciste, vous l'avez compris, c'est le cancer véritable qui ronge la vraie écologie. Celle dont nous, pêcheurs, sommes acteurs. Celle dont nous, pêcheurs, quand on achète une carte de pêche, sommes acteurs financièrement, éthiquement, écologiquement. Notre loisir finance la protection des milieux aquatiques, bien sûr. C'est le seul loisir qui fait ça. Philosophiquement, éthiquement, scientifiquement, vous l'aurez compris, le concept ne tient absolument pas. La nature est fantasmée, vous l'avez compris dans les dernières diapos, à la manière d'un conte de Walt Disney. Ces gens-là refusent la vie dans sa dimension de lutte pour la survie de l'individu et de l'espèce. Lutte cruelle et pourtant réelle. La mouvance animaliste porte et est portée, et là c'est plus étonnant, par les intérêts économiques de la food tech. De riches investisseurs, je vous l'ai montré, investissent dans les associations animalistes européennes pour promouvoir le véganisme, pour mieux vendre à terme les produits de leur industrie, viande, poissons in vitro et substituts végétaux. Certains médias et journalistes jouent comme une caisse de résonance à plein tube, à peine dissimulée de ce combat-là antispéciste. Et enfin, quelques dizaines de milliers d'adeptes aujourd'hui, et c'est bien là le drame, arrivent à menacer sérieusement la passion de plus de 3 millions de pêcheurs réguliers.
Alors pêcheurs, vous n'êtes pas seul dans ce combat-là. Et aujourd'hui, nombre de sportifs de haut niveau, rugby, foot et d'autres, plébiscitent la pêche comme faisant partie de leur quotidien parce que ça leur apporte une évasion mentale. Alors, pauvres pêcheurs, restez soudés, défendez la pêche, même si vous n'avez pas tous les mêmes pratiques de pêche, parce que derrière, vous avez des gens qui n'attendent que ça, de nous diviser pour mieux régner. Salut à vous.